Zéro titre majeur, aucune vraie tactique, et pourtant ce soi-disant nouveau Guardiola a réussi l'impossible, convaincre deux grandes nations de lui confier leur plus grand génie. Résultat, deux générations dorées littéralement réduites en cendres, mais le plus incroyable, c'est comment cet homme a pu berner la planète football pendant plus de 15 ans sans jamais se redémasquer. Ce que je viens de t'expliquer, c'est pourtant ce qu'a réussi à faire Roberto Martinez, un entraîneur qui est au plus haut, alors que sa vie entière est un mensonge. Déjà dis-toi qu'il a réussi à berner tout le monde quand il était joueur. Dans les années 2000, il arrive en Angleterre dans un club de 4ème division appelé Wigan, et se construit l'image du milieu de terrain reflétant le football catalan. Dis-toi que ce fou expliquera même que le FC Barcelone était le club le plus proche de chez lui, alors que la vérité derrière tout ça elle est bien différente. Il grandit à Balaguer, une ville bien loin de Barcelone, et son père était un ancien footballeur de Saragosse, un club de Liga. Il intègre le centre de formation de ce club. Merci papa, car lorsque l'on voit la suite, sans lui il ne serait pas allé bien loin. Après des années, il finit par intégrer l'équipe première où il ne disputera qu'un seul petit match car son niveau était trop bancal. Saragosse ne voulant plus de lui, c'est là qu'il arrive dans le club anglais de Wigan avant de finir sa courte carrière de joueur à Swansea, une équipe de division similaire, pour ensuite devenir entraîneur de ce même club. Et quand Wigan monte en première ligue et vient le chercher en tant qu'entraîneur, forcément, coacher dans le meilleur championnat du monde, ça ne se refuse pas. Bon, déjà là, c'est un peu louche, le gars entraîne que des clubs où il a joué. Après, c'est loin d'être le seul, mais le problème avec Martinez, c'est comment ça se finit à chaque fois. Car oui, lorsqu'il est de passage quelque part, ça se finit toujours mal. Comme avec Swansea, où après son départ, il tente d'emmener une partie de son staff sans compensation financière. Et manque de peu de voir le club porter de l'affaire devant les tribunaux. Les supporters lui pardonneront jamais, le surnommant encore aujourd'hui El Judas. Pour te la faire courte, il vaut mieux pas que l'Espagnol aille se balader dans les rues de Swansea. Mais c'est loin d'être le pire, car à Wigan ça démarre très mal sur le terrain, une défaite 9-1 contre Tottenham, une autre 8-0 quelques mois plus tard, une équipe qui se situe proche de la zone rouge tout au long de la saison, sauf que notre Roberto il est malin, même très malin, il a une technique un peu folle mais qui le rend intouchable, il bat les gros. Même si son équipe frôle la relégation à chaque fois, il arrive à battre Chelsea, Liverpool ou City. Du coup tout le monde oublie le classement et ne parle plus que de son beau jeu. Ses propres anciens coéquipiers diront après coup, c'est incroyable qu'une équipe reléguée de première ligue continue d'être décrite partout comme une équipe qui sait jouer un beau football. Car oui, en 2013, il gagne la FA Cup contre le grand Manchester City. Mais son équipe, elle se fait reléguer en 2ème division la même semaine. En vrai, n'importe quel coach verrait son poste remis en question, car Dieu sait comment c'est dur de remonter en première division anglaise. Mais grâce à ce trophée, il se fait directement engager par Everton. Et là-bas, ça va tellement mal se passer qu'une banderole Time to Go Roberto sera brandie au-dessus du stade, et un supporter va même envahir la pelouse pour venir l'insulter en plein match. Après avoir été viré d'Everton en pleine révolte, notre tacticien repart tranquillement pour diriger la Belgique d'un certain Eden Hazard, et ce qui va se produire ensuite est tellement dingue qu'il ne sera plus détesté par seulement quelques clubs, mais par un pays tout entier. Quand il arrive en 2016 à la tête des Diables Rouges, il hérite d'un effectif de zinzin que la plupart des entraîneurs n'auront jamais. Un Kevin De Bruyne en feu, tout juste débarqué à City, un Eden Hazard au sommet de son art à Chelsea, un Romelu Lukaku qui ne s'arrête plus de marquer. Et derrière eux, on parle de joueurs comme Kompany, Vertonghen, Alderweireld ou encore Thibaut Courtois, tout le monde au pic de sa forme, en bref, la fameuse génération dorée belge. Et au Mondial 2018 en Russie, la Belgique fait un gros parcours. Just away by Torres, the captain, stretching. Does go for goal and finds it. Dont une incroyable remontada face aux Japonais. En quart contre le Brésil, Martinez tente même un choix fort en repositionnant De Bruyne en faux numéro 9, alors que jusqu'ici, il jouait assez bas sur le terrain, et cela va faire basculer la rencontre. Done well. De Bruyne. De Bruyne, 2-0! Belgium! Aujourd'hui encore, beaucoup considèrent que c'est la meilleure décision tactique de toute sa carrière. Mais en réalité, derrière cette victoire contre la Seleção se cachent des chiffres qui font peur. Les Belges sur ce match, c'est 0,5 XG contre 4,1 pour les Brésiliens. Pour faire simple, les XG c'est aussi appelé expected goal et ça va représenter la probabilité qu'une occasion se transforme en but en fonction de sa difficulté. Cela veut dire que ce match, s'il avait été joué 10 fois, la Belgique l'aurait perdu à 9 reprises. En demi-finale contre la France, ils vont le payer très cher. Il est passé, ça aussi la fin de corps. Dembélé, oh c'est pour Mbappé. Et la sortie de Thibaut Courtois. On à nouveau De Bruyne. Oh, attention. La frappe d'Eden Hazard, elle va fuir le quart. Voilà. Il a choisi l'intérieur avec frappe. Oh là là. Lukaku, premier poteau. Encore une fois, quel arrêt. Encore une fois l'arrêt. Oh, c'est oui, bien. c'est bien joué ça. Benjamin Pavard de cette Coupe du Monde. Il en suffira d'une. Et il en suffira d'une avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau.
puis à nouveau sur Matuidi. Oh, oui. Mbappé. Kakou, ça c'est un bon tacle de Varane. Et cette frappe repoussée. Face aux Bleus, la Belgique c'est 64% de possession mais que 3 vraies occasions créées, une défaite 1-0 qui sera longtemps amère dans toutes les têtes du pays. Au final, ce sera une 3e place mais sans le talent d'un Hazard des grands soirs, cette équipe ne dépasse probablement jamais les 8e. Sur le moment, en vrai, une médaille de bronze est déjà historique et loin d'être dégueulasse, sauf que lorsque tu regardes la qualité de cet effectif, c'est là que tu te dis qu'ils auraient dû aller chercher ce mondial. Et cette demi-finale, elle va suffire à transformer le tacticien espagnol en un sélectionneur intouchable. En plus, dans la foulée, le directeur technique de la fédération démissionne et c'est Martinez lui-même qui occupe son poste en plus d'être le sélectionneur. Pour la faire courte, à ce moment-là, il a les pleins pouvoirs et en interne, plus personne ne peut remettre sa place en question. Avoir les pleins pouvoirs, c'est bien, mais ça fait pas tout. Le problème, c'est qu'en plus de ses limites tactiques, son équipe commence à s'essouffler. Kompany prend sa retraite, Alderweireld et Vertonghen perdent en vitesse et Hazard voit sa carrière se briser au Real Madrid. Un entraîneur normal évolue avec son groupe. Martinez lui garde son 3-4-2-1, presque à l'identique et à l'Euro 2021 contre le Danemark en poule. Il concède 15 tirs contre seulement 3 tentés, sauvés uniquement par un gigantesque Courtois. Sans manquer de respect à qui que ce soit, là on parle quand même du Danemark. Prendre le bouillon contre une équipe comme ça, c'est un peu chaud et ça montre bien que les Belges ne vont pas faire long feu. Et ce sont les Italiens de Mancini qui ne vont pas les louper et les éliminer en quart. Bon, je ne te parle même pas de ce qui s'est passé après cet Euro car la Belgique se fait humilier en Ligue des Nations. Le plus drôle, c'est qu'ils ne changent rien et continuent même de titulariser des joueurs comme Hazard à peine remis sur pied plutôt que de faire confiance à des jeunes joueurs en pleine forme. Et en 2022 vient l'humiliation finale au Qatar. Une génération arrive à son terme que De Bruyne qualifie lui-même de trop vieille et ça va se remarquer dès les poules. Suite à une victoire compliquée face au Canada, il s'incline contre le Maroc sans la moindre occasion franche créée. Après cette défaite, ce sont carrément les joueurs qui commencent à se friter entre eux. Vertonghen répond publiquement à De Bruyne et Hazard. Ils attaquent sans doute mal parce qu'ils sont eux aussi trop vieux devant. Le vestiaire éclate devant la presse du monde entier. Le tacticien espagnol lui accuse une partie des médias belges de relier des fake news. Au final, il le sait, sa tête et celle de son équipe est dans le viseur de tout un pays. Il reste un dernier match décisif contre la Croatie pour tenter de passer les poules. Plays it through to Merton. Perovic. Oh. Levaya. Luka Modric again. In behind Luka. Plutôt que de lancer pleinement des jeunes comme Doku, il préfère faire confiance à ses cadres. Lukaku, tout juste revenu de blessure, rate au moins 3 grosses occasions et c'est fait, les Belges sont éliminés dès les poules. Forcément, il sait très bien que ça sent pas bon et dans la foulée, il annonce son départ. Mais pour lui, attention, il n'a pas démissionné, c'est juste son contrat qui arrivait à échéance. Un plan prévu bien avant le tournoi et une manière une fois de plus de transformer un échec en simple fin de cycle. Ce n'est donc jamais vraiment de sa faute, pourtant les chiffres ne mentent pas. 6 ans à la tête de la génération la plus talentueuse de l'histoire belge pour 0 finale majeure. Et pourtant, moins d'1 mois plus tard après l'échec de 2022, il vient de signer dans l'une des meilleures sélections du monde. Alors comment cela est-il possible ? Le Portugal sort d'un mondial 2022 frustrant, Fernando Santos le sélectionneur a laissé Ronaldo sur le banc en phase à élimination directe, créant une énorme tension dans tout le pays. La fédération cherche donc un sélectionneur calme qui sait parler aux stars et Roberto Martinez débarque en héros. Il se retrouve avec un groupe incroyable, Nuno Mendes, Ruben Dias, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes et bien sûr un Cristiano Ronaldo mais un peu fatigué. Et les débuts sont parfaits, 10 victoires en 10 matchs de qualification pour l'Euro 2024, 36 buts marqués pour 2 encaissés, la meilleure campagne de l'histoire du pays. Sauf que le groupe qu'ils avaient pour leur qualification était très faible et dès que le niveau augmente, alors les problèmes reviennent. À l'Euro 2024, battu par la Géorgie en poule, il passe de justesse contre la Slovénie au tir au but grâce à Diogo Costa et Ronaldo lui joue 120 minutes sans marquer. Et en quart contre la France, Martinez préfère sortir Bruno Fernandes et Leao plutôt que de toucher à Ronaldo. Résultat, défaite au tir au but. Entre les deux tournois, la Ligue des Nations vient masquer les doutes, portée par un énorme Nuno Mendes en finale qui en plus de marquer va rendre Lamine Yamal inexistant ce soir-là. La sélection gagne le premier trophée de l'ère Martinez. Sur le papier, le Portugal aborde donc le mondial 2026 parmi les grands favoris et c'est là que son imposture tactique va éclater au grand jour. Dès le match d'ouverture face au Congo, le niveau des Portugais est affligeant. João Neves ouvre pourtant le bal à la 6e minute, mais rapidement ils se font rejoindre au score. Malgré 75% de possession et plus de 750 passes réussies, ils vont avoir une grosse seule occasion, leur but, et seulement 3 petits tirs cadrés. Heureusement, après ce nul, ils s'imposent 5-0 contre l'Ouzbékistan. Le match décisif se jouera donc contre la Colombie. Au terme d'une rencontre encore très compliquée, ils arrivent à se qualifier, sauvés une nouvelle fois par un Diogo Costa très solide. Sauf qu'un problème arrive, regarde ce qui arrive à l'un des meilleurs milieux du monde, au PSG.
déchet. Vitinha, c'est une machine sous Martinez. Il tente absolument rien, que ce soit dans la passe ou le dribble. Et pourquoi? Parce que le système lui impose de descendre en permanence entre les deux centraux pour sortir le ballon avant de rester en couverture plutôt que de rejoindre l'attaque. Bruno Fernandes, quant à lui, passe la plupart de son temps dos au but, quasiment sur la même ligne que Ronaldo. En bref, pas du tout le rôle de meneur de jeu qu'il a à Manchester United. Sur le papier, on a donc un 4-3-3. Dans les faits, observateurs et supporters décrivent une équipe qui ressemble à un 3-1-5-1, voire à un 2-2-5-1. Résultat, presque toutes les autres sélections du tournoi savent mieux défendre, et malgré leur domination extrême, ils peinent à convertir. Les Portugais parviennent à se qualifier de justesse pour les huitièmes en dominant la Croatie 2-1 sur un tardif but de Gonzalo Ramos. Puis vient l'Espagne. Il met alors en place un bloc bas misant tout sur le contre, mais son plan va s'effondrer. Ronaldo muselé ne touche presque aucun ballon. Et la meilleure occasion sera une frappe déviée de Nuno Mendes sur la barre. Dis-toi que dans les dernières minutes pour le dernier changement, il ne fait même pas entrer Gonzalo Ramos, pourtant héros du tour précédent. Il sort Vitinha pour Bernardo Silva et quelques minutes plus tard, c'est lui qui commet une énorme erreur. Au bout, un coup franc joué vite, un 1-2 Rodri Fabian Ruiz, puis une passe millimétrée de Ferran Torres avant que Merino ajuste le gardien portugais. Et c'est fait, le Portugal quitte déjà le mondial en huitième pour la troisième fois en 16 ans. Ronaldo ne sera jamais remplacé de tout le match malgré une prestation quasi inexistante, marquant au passage sa dernière apparition en Coupe du Monde. La vraie question désormais, c'est comment un gars avec 2 échecs aussi gros peut-il encore entraîner? Partout où il passe, en vrai, il y a un même aspect qui revient. Sur le terrain, les résultats, c'est loin d'être ça. Mais au micro et devant la presse, laisse tomber, il est très chaud ce Roberto. Et c'est peut-être là son vrai talent. Pas la tactique, la communication calme, posée, jamais dans la confrontation, capable de parler plusieurs langues avec la même aisance. Un discours rodé qui a fini par convaincre des présidents et des fédérations entières. Le souci, c'est que cette maîtrise du discours sert avant tout à combler le vide. Par exemple, lorsqu'il entraînait encore à Everton, son équipe a encaissé le pire bilan à domicile depuis 138 ans. Ouais, ça fait un paquet d'années. Martinez ira jusqu'à dire pourtant pleinement satisfait après son passage chez les Toffees. En Belgique, quand la presse relaie les tensions bien réelles entre les joueurs après la défaite contre le Maroc au mondial, l'Espagnol ne cherche pas à apaiser. Il accuse une partie des médias de propager des fausses informations, mais pour une fois ce n'était même pas une invention journalistique, c'était son propre vestiaire qui se déchirait à voix haute devant le monde entier mais lui fermait les yeux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur les réseaux, il en prend des sacrés bastos. Des supporters belges le qualifient désormais de plus gros fraudeur du football, et dans le milieu, une phrase revient sans cesse: Roberto Martinez serait le meilleur agent du monde, mais pour lui-même. Et c'est grave réel. Sa stratégie, elle fonctionne à merveille, puisqu'au final, ce sont des saisons entières, des prolongations de contrats avec de nouvelles sélections, malgré les échecs à répétition. Mais sur le terrain, dans les moments qui comptent vraiment, cette incapacité, elle s'est pourtant vue. Il est incapable de dire une vérité qui dérange. Regarde la gestion de Ronaldo comparée à celle de Fernando Santos. En 2022, Santos avait pris le risque de laisser Ronaldo sur le banc contre la Suisse, un match qu'ils avaient d'ailleurs largement remporté, puis de ne lui accorder que 30 minutes contre le Maroc en quart. Des décisions qui lui ont valu une sauce médiatique, mais un choix assumé jusqu'au bout. Martinez, lui, ne prendra jamais ses responsabilités, ni à l'Euro 2024 où il sacrifie Bruno Fernandes puis Rafael Leao, plutôt que de sortir un Ronaldo inexistant, ni au Mondial 2026 où CR7 joue les 90 minutes contre l'Espagne sans la moindre menace offensive, pendant que Gonzalo Ramos, auteur du but victorieux contre la Croatie, reste sagement sur le banc du début à la fin. Et tout ça finit par coûter des titres aux joueurs eux-mêmes. Prend Bruno Fernandes à Manchester United où il vient de battre le record de passes D sur une saison. En sélection, la même saison, on remarque à peine sa présence sur le terrain. Même Vitinha qui termine double champion d'Europe, connu pour casser des lignes ou prendre des risques, alors qu'en sélection, c'est un simple relais entre les deux centraux. Deux des meilleurs milieux d'Europe devenus méconnaissables sous le même maillot national. Cette tactique parle d'elle-même en chiffres. Le Portugal, c'est un taux de passe réussi de 90%. Mais sur le terrain, c'est un jeu stérile, de la possession pour de la possession, sans jamais faire mal à l'adversaire. Et c'était la même avec les Diables Rouges. Au final, le bilan, il en dit long. Avec la Belgique, c'est 6 ans à la tête de la génération la plus talentueuse de l'histoire du pays. Résultat, 0 finale majeure. Et au Portugal, c'est 3 ans avec ce qui restera sans doute la meilleure sélection portugaise jamais réunie sur le papier. Bilan, un quart d'Euro et une élimination en 8e de mondial 2026. Le plus cruel de toute cette histoire, en 2016, les Portugais étaient nettement moins armés. Mais menés par un entraîneur peut-être défensif et sans charisme particulier devant les micros, il avait pourtant remporté l'Euro. 10 ans plus tard, une
nation mieux dotée, menée par un entraîneur adoré des journalistes et vendu comme un progressiste du jeu moderne qui n'a pourtant jamais dépassé un huitième de finale. Le talent individuel n'a jamais été le problème, ni en Belgique ni au Portugal. Le problème, c'est un système figé depuis 15 ans, incapable de s'adapter à l'âge d'un groupe ou à la nature réelle de ses joueurs. Le problème, c'est un homme qui refuse systématiquement au moment décisif la décision courageuse qui pourrait déranger une star. Et le problème, c'est une capacité de communication tellement efficace qu'elle a permis à un sélectionneur très moyen de perdurer pendant plus d'une décennie. Il y a d'ailleurs un détail qui résume presque parfaitement tout ça. Les 2 fois où il a quitté ses fonctions, ce n'est pas car il démissionnait, mais car son contrat arrivait simplement à échéance. C'est peut-être ça la vraie leçon à tirer de cette histoire pour le football mondial. Le charisme n'est pas une compétence. Savoir parler à la presse, rassurer un vestiaire ou encore vendre un projet à une fédération, ce sont des vraies qualités, mais ce ne sont pas des qualités qui ramènent une Coupe du Monde. Et quand c'est le moment de rendre des comptes, ces échecs coûtent bien plus cher que l'on peut penser. Elles finissent par coûter le pic de carrière de joueurs qui ne repasseront jamais par là. Kevin De Bruyne ne sera plus jamais celui de 2018 et ne jouera probablement jamais de mondial, tout comme Cristiano Ronaldo. 2 générations, 2 nations, 2 occasions historiques parties en fumée. Sauf que voilà, en 2026, il n'a plus de raison de continuer car son mandat s'achève. Il a le culot de se dire fier et reconnaissant. Alors la question qui reste maintenant que Jorge Jesus s'apprête à prendre sa succession, est-ce qu'une 3e fédération va un jour retomber dans le même piège, séduite par le même sourire et le discours bien rodé? Si l'histoire de Roberto Martinez nous a appris quelque chose, c'est que la réponse est probablement oui.